Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier totem de l'année 2021. Je suis avec Thierry Keller, qui est directeur de publication chez Uzbek Erika. Bonjour Thierry. Salut Jonathan. Nous sommes ravis, donc, comme je disais, de faire ce premier totem qui va être dédié sur la souveraineté du cloud. Juste avant, je voulais juste me permettre de vous rappeler le hub de BPI France. Donc là, on est sur le plateau du hub de BPI France qui accueille justement des événements que nous organisons dans l'écosystème et des événements que nous voulons inspirationnels, des sujets du moment sur lesquels nous souhaitons travailler et avoir finalement un regard avec une valeur ajoutée pour demain. La souveraineté du cloud, c'est quelque chose qui est complexe. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est technique. On en parle déjà beaucoup, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de technicité et on se dit que sur ce format de totem, on va plutôt essayer d'abord de bien comprendre, de partager avec vous cette compréhension, comment ça fonctionne et pourquoi, avant de finalement laisser la libre parole qui est déjà en cours sur les différents sujets. On a la chance d'avoir trois acteurs, trois experts du cloud ce soir avec nous qui seront là. Thierry sera le modérateur pour animer cette session et donc j'espère que vous serez bien avisés et bien servis sur ces informations qui sont assez denses et assez importantes à maîtriser. Peut-être juste avant de laisser la parole à Thierry, notre prochain totem sera au mois de mars, le 18 mars, et portera sur le Green IT. On vous enverra évidemment plus d'éléments d'ici là pour que vous soyez nombreux à nous suivre par la suite. Et comme une petite touche un petit peu pour finir, comme on est encore au mois de janvier, je me permets juste de finir en vous souhaitant une excellente année, meilleurs vœux pour vous, pour vos proches et pour tous les projets que vous entreprendrez cette année. Thierry, je te laisse la parole et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Jonathan. Effectivement, bonne année. Je pense que c'est peut-être en 2021 que le terme bonne année est le plus crucial. Et quand on dit bonne année en 2021, c'est vraiment une bonne année et pas comme souvent on peut l'entendre bon mois de janvier ou bon premier trimestre. Repensons le temps long, même en 2021. Merci beaucoup Jonathan pour cette introduction. Tu l'as dit, un sujet de notre totem aujourd'hui qui est assez technique. En juin 2020, la France et l'Allemagne annonçaient officiellement le lancement du projet Gaia X, qui était une ébauche de cloud souverain européen. Enfin, annonçait-on, on allait pouvoir damer le pion aux géants américains et chinois du cloud. Enfin, on allait pouvoir créer un champion européen. Mais ce n'était pas aussi simple. D'abord parce que tu l'as dit, Jonathan, c'est un sujet extrêmement technique, parce que Gaia X n'est pas, comme on l'a souvent sous-entendu, un Airbus du cloud, mais une plateforme de confiance à laquelle adhèrent librement des entreprises du secteur. 22 membres fondateurs, plus de 200 aujourd'hui. Ensuite, parce qu'effectivement, parler de souveraineté du cloud recouvre plusieurs définitions. De quoi parle-t-on exactement ? Est-ce qu'on parle de la localisation des serveurs ? Est-ce qu'on parle de celle des données ? Est-ce qu'on parle d'un cloud de droit français ou de droit européen ? Est-ce que c'est la confiance des utilisateurs dans les solutions de stockage qui prévaut ? Bref, effectivement, tout un tas de questions qu'on va essayer de déblayer aujourd'hui. Donc un sujet à la fois technique, mais effectivement un sujet politique, un sujet juridique et puis un sujet évidemment économique. Pour démêler ces enjeux, j'ai donc le plaisir d'inviter ici en plateau deux invités, j'allais dire, des spécialistes, des experts, des gens qui sont dedans, dans le cloud toute la journée. Je vais donc demander à nos amis Timothée Rebourg. Timothée, bienvenue parmi nous. Timothée, tu es le cofondateur et le CEO de Sealed. On le voit d'ailleurs sur ce magnifique sweatshirt. Merci. Bienvenue à toi. Sealed, spécialiste, on va s'asseoir effectivement. Vous avez remarqué pour ceux qui suivent les totems qu'on m'a octroyé enfin un fauteuil. Et je pense que j'ai pris du galon. Sealed, je le disais, spécialiste du chiffrement de la donnée. Tu vas nous dire un peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis enfin, j'accueille Renaud Alliou. Renaud, bienvenue. Tu es le cofondateur et le CTO technical de Preligence, alors, de ce que j'ai compris, mais on va en reparler avec toi tout à l'heure, qui développe des solutions d'analyse de données satellites via l'IA. Pas exactement ça, je crois, ou une partie de cette réalité. Et puis, nous allons entendre dans une vidéo qu'on a enregistrée il y a quelques jours ici même,
une autre invitée qui n'est autre que Servane Augier, qui est la directrice générale déléguée de 3DS Outscale, qui compte parmi les fondateurs, les membres fondateurs de Gaia-X. Avant qu'on lance la vidéo, je voudrais pour ceux qui sont habitués à nos formats, qu'on réponde à un petit sondage. Donc on a préparé un sondage pour vous, avant même qu'on entame nos débats. Alors pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la souveraineté du cloud? Est-ce que c'est la localisation des serveurs? Est-ce que c'est le chiffrement des données? Est-ce que c'est un cloud de droit français? Je crois que ça doit s'afficher sur vos ordinateurs. Oui, cela s'affiche sur vos ordinateurs et vous avez tout le temps de répondre à ce sondage et en fin de rencontre, on lèvera et on annoncera les résultats publics et puis je vous demanderai peut-être de les commenter. Donc, de les commenter, pardon. On parlera de commandes un peu plus tard. On se retrouve dans quelques minutes et on écoute Servane Augier. À tout de suite. Comme promis, nous sommes avec Servane Augier. Bonjour Servane. Bonjour Thierry. Bienvenue parmi nous. Tu es DG délégué de 3DS Outscale, qui est la solution cloud de Dassault Systèmes et qui est par ailleurs membre de Gaia-X, qui est le consortium, tu vas nous en dire un peu plus, européen, qui est considéré comme l'avenir du cloud européen. Merci d'être avec nous. Peut-être une première question pour définir ce cloud souverain. Qu'est-ce que c'est qu'un cloud souverain? C'est de droit français, c'est les data centers qui sont basés en France ou de fait en Europe. C'est quoi un cloud souverain? Un cloud souverain, c'est un cloud qui réunit plusieurs caractéristiques, dont celle que tu viens de citer. Un cloud souverain, d'abord, c'est quelque chose qui a des définitions différentes suivant les gens qui en parlent. Notre vision chez 3DS Outscale et qu'on partage avec les membres de la filière en France, c'est qu'un cloud souverain qui veut être un cloud de confiance, il doit apporter déjà beaucoup de transparence et des règles de fonctionnement. La transparence, c'est que les utilisateurs doivent en permanence savoir où sont leurs données et qui s'en occupe. Et en l'occurrence, dans le cas d'un cloud souverain, ce qu'on dit, c'est que les données, elles doivent être stockées en France, elles ne doivent pas quitter le territoire, elles doivent même être opérées par des Français. Et surtout, après, la confiance et la transparence, c'est au niveau du contrat qui relie le cloud provider à l'entreprise. Et donc là, pour un cloud souverain, on dit que le contrat doit être de droit français. Ça, ce sont vraiment deux premières étapes fondamentales, à laquelle on rajoute un critère qui est important dans le contexte réglementaire international. On dit que les entreprises, les cloud providers ne doivent pas être soumis à des réglementations extra-européennes. Et donc là, en fait, on entend par là qu'un cloud souverain, c'est le cloud d'un opérateur qui ne peut pas être soumis à des lois comme aujourd'hui le Cloud Act, qui est une loi américaine qui existe depuis 2018. Le Cloud Act, grosso modo, c'est une loi par laquelle les autorités ont le droit de farfouiller, si j'utilise un terme extrêmement scientifique, oui. dans les données, et donc de fait de demander finalement aux opérateurs de leur donner, en cas de besoin, les données. Est-ce que c'est ça? C'est ça, en fait, en termes plus peut-être du métier. Globalement, les autorités administratives américaines peuvent faire une demande de réquisition des données à des cloud providers américains, y compris si les données en question sont stockées en Europe, enfin en tous les cas en dehors du territoire américain. C'est le caractère extraterritorial en fait. Ça veut dire que c'est une loi qui a été promulguée parce que Microsoft disait au département de la justice américain « Non, je ne peux pas vous donner les données de tel client parce qu'elles sont stockées en Irlande. Et que vous, département de la justice américain, vous n'avez pas autorité pour que je vous livre des données qui sont en Irlande. » Et donc ce Clarifying Lawful Use of Data, c'était pour dire si, tu vas maintenant pouvoir me les donner, ces données, puisque j'ai fait une loi qui t'y contraint. Comme une sorte d'extradition pour les individus. Voilà, c'est en tous les cas surtout une façon de dire aux cloud providers, ne vous embêtez pas à nous dire non, on a la loi avec nous. Mais ça veut dire aussi pour les utilisateurs qu'il faut qu'ils aient conscience que quand ils vont chez un cloud provider américain, leurs données risquent d'être réquisitionnées par ces autorités américaines. Alors justement, États-Unis, Europe, l'éternel duel, on rajoute peut-être aussi la Chine. En juin 2020, les ministres de l'économie et de l'énergie allemands et français ont lancé
le grand projet Gaia X, auquel 3DS Outscale est membre, fait partie des 22 membres fondateurs. Absolument. Ce serait quoi justement ce cloud européen, honnêtement annoncé en grande pompe, comme si on allait enfin concurrencer, réintégrer l'Europe dans un marché dont elle était pour l'instant, en tout cas en grand public, exclue? C'est un projet qui a plusieurs facettes, hein, le projet Gaia X. Il y a un premier volet qui est de créer un cloud européen. Donc, alors, un cloud souverain européen, si on veut. C'est surtout une mise en visibilité et en interaction de l'ensemble des clouds qui existent en Europe. Donc en fait aujourd'hui, des opérateurs comme 3DS Outscale, mais comme d'autres Français comme Scaleway ou OVH, comme les Allemands qui sont, puisqu'aujourd'hui c'est très franco-allemand, c'est en train de s'ouvrir à l'Europe, mais le démarrage est franco-allemand. On a dit, OK, on va se mettre ensemble et on va créer des standards qui vont permettre l'interopérabilité de nos clouds. On va se donner des règles de conduite qui vont être très strictes et qui vont permettre de développer la confiance des utilisateurs pour qu'ils se disent, moi aujourd'hui quand j'ai besoin de cloud, je peux aller chercher les membres de Gaia parce que je sais que leurs solutions seront interopérables entre elles, donc je pourrai changer, il y aura de la réversibilité, il y aura de la transparence, je saurai systématiquement où sont stockées mes données, il y aura du coup de la confiance au niveau du contrat. Ça, ce sont vraiment les piliers de Gaia X. Et par-dessus ces piliers d'infrastructure, on développe des couches qui sont des espaces de données qui vont permettre d'échanger les données industrielles qui sont aujourd'hui une manne d'une très très grande richesse mais qui est complètement sous-exploitée. Et l'idée c'est de permettre l'exploitation de ces données pour développer l'industrie européenne. Alors justement, question de maturité de marché. En gros, aujourd'hui, les grosses boîtes françaises et européennes ne font pas toujours appel à des clouds européens. Qu'est-ce qui ferait qu'on enclenche? Il y a eu, il y a quelques années, un projet qui était franco-français, on ne va pas y revenir, on n'a pas le temps. C'est quoi? C'est la commande qui fait le marché et qui enclenche une dynamique vers la confiance. Il n'y a pas seulement l'architecture, il y a aussi le fait de... Alors évidemment, la commande, c'est primordial parce que finalement, la commande, d'abord, elle crée la volumétrie. Dans le cloud, on est sur un marché de mutualisation. Donc plus vous avez de volumétrie, plus vous êtes en capacité de mutualiser, plus vos coûts sont optimisés déjà. Donc le positionnement financier en découle. Et en fait, il y a surtout, au-delà de la commande, le faire savoir. En fait, l'idée de Gaia X, c'est aussi de créer cette espèce de caisse de résonance, de mettre en visibilité l'ensemble des offres pour que toutes les entreprises qui, aujourd'hui, en Europe, sont pour 85% de leur utilisation du cloud chez les cloud providers américains, sachent qu'il y a tout ce potentiel de cloud providers européens qui peuvent leur apporter des services de même niveau en donnant la visibilité sur les capacités techniques de ces cloud providers et en les mettant en visibilité en même temps que les cloud providers américains, puisqu'ils ont accepté de venir jouer avec les règles de Gaia X, donc accepter les contraintes d'interopérabilité, de réversibilité qu'on leur demande de prendre en compte pour être membre de Gaia X. Et ça veut dire qu'on va rassurer d'une certaine façon les clients qui hésitaient à venir sur des cloud providers européens en leur disant vous pouvez venir tranquillement puisque les architectures techniques que vous allez mettre en place, vous pourrez les redéployer comme vous voulez, il n'y a absolument aucun risque. Et voyez toute cette capacité européenne que vous ne connaissiez pas et qui est là et qui vous attend. Donc il y a encore finalement une grande marge de progression. Il y a encore 80%. Toutes les grosses boîtes n'ont pas encore basculé leur cloud. Non, il y a 80% des entreprises en Europe qui annoncent avoir encore des projets de migration, alors soit pour compléter des choses qu'elles ont entamées, soit pour entamer ce processus vers le cloud. Donc effectivement, il y a une urgence à dire qu'on ne dépend pas complètement des offres américaines, d'où cette urgence à fédérer et à faire grossir les cloud providers européens. Mais il y a encore un marché immense. Vous parliez d'Andromède il y a quelques années, ça adressait le marché franco-français. Là, on est à l'échelle européenne. On travaille pas seulement entre cloud providers, mais on travaille avec les utilisateurs qui sont membres de Gaia X également. On s'est mis dans une dynamique effectivement très orientée besoin et pas seulement offre en fait. Pour finir très rapidement, c'est pour quand on avait dit, les deux ministres avaient annoncé début 2021. On y est presque. En fait, on est vraiment au niveau de créer des couches de services fédérés, de finaliser les policiers rouges en question. On est déjà à 200 membres qui veulent rejoindre Gaia X, mais effectivement, pour commencer à souscrire, ça va être très bientôt. Ok, donc cloud européen, mythe ou réalité, plutôt réalité. Plutôt réalité, et réalité très proche. Ok, génial. Merci beaucoup, Sarvan, et puis on se retrouve tout de suite
avec nos deux invités. Avant de rebondir sur ce que nous vient de nous dire Servan, peut-être en savoir un peu plus sur chacun de vous. Je vais me tourner vers toi, Timothée. Donc Shield, tu peux brandir. Je disais chiffrement de la donnée de bout en bout. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais, alors donc nous on est donc une éditeur logiciel. On fournit des solutions permettant de faire ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout. Alors du chiffrement on en utilise tous les jours. Quand on se connecte à un site internet, le petit cadenas en haut à gauche, ça veut dire que la connexion est chiffrée, mais ça veut dire qu'elle est chiffrée entre vous et le serveur auquel vous vous connectez. Nous, on fait quelque chose d'un petit peu différent. On permet à des entreprises de faire ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une protection de la connexion client-serveur, mais de la connexion client-client. Alors, ça paraît un peu nébuleux, mais c'est ce que WhatsApp utilise, par exemple, pour s'assurer qu'un message envoyé d'une personne... Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de WhatsApp avec... On en reparlera peut-être tout à l'heure. Si, c'est intéressant. Mais c'est la technologie qu'ils utilisent, par exemple, pour s'assurer qu'ils sont intermédiaires des messages, mais qu'ils ne puissent pas les lire. Et donc, cette technologie-là permet d'assurer la confidentialité des données, même en cas de compromission des serveurs. Donc s'il y a un attaquant qui pirate les serveurs de WhatsApp, il ne pourra pas lire vos messages. Et s'il y a un attaquant qui pirate les serveurs de nos clients qui chiffrent des données avec Shield, ils ne pourront pas lire les données chiffrées. Ok, merci. Quant à toi, alors, je disais tout à l'heure, j'expliquais un petit peu. Bon, est-ce qu'on pourrait résumer Renaud Preligens par de la défense tech? Voilà, de la défense tech ou de la dev tech. Ça, c'est classe. C'est classe. Et on est une société qui fournit des logiciels d'intelligence artificielle pour la défense, particulièrement pour le renseignement. Donc nos technologies, nos logiciels, on est éditeur aussi, c'est traiter des données. Donc on a commencé par de l'imagerie satellite. Au point de départ, on est sur de la donnée satellite. Voilà, on a commencé par l'imagerie satellite et puis au fur et à mesure, on a vu que nos clients, les agences, les clients militaires avaient besoin d'autres types de données, avaient besoin de traiter pas que de la donnée image, et qu'on pouvait croiser ces données entre elles et que l'IA aidait à faire ce qu'on appelle dans le jargon du multi-int ou du multi-source, c'est-à-dire croiser différents flux de renseignements entre eux et en tirer des informations. Et donc nos buts, c'est que ces analystes de renseignements, au lieu de regarder toutes les images ou toutes les données à la main manuellement, ils puissent compter sur nos logiciels pour aller les orienter et leur dire attention, à cet endroit-là, à ce moment-là, il s'est passé un truc intéressant où l'intelligence humaine doit être utilisée. Et par contre, quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas de signaux intéressants, quand il n'y a pas d'alerte, ils sont tranquilles et ils peuvent se focaliser sur vraiment leur valeur ajoutée, c'est-à-dire l'intelligence métier, l'analyse, et pas aller juste scroller dans un gros lac de données ou comment dire... Vous faites le guet, en fait. Bon, exactement, c'est très bien dit. On fait le guet. C'est important pour nous de le rappeler parce que... IA et défense, tout le monde a peur des armes autonomes, Terminator. Ce qu'on fait, c'est un petit pop-up pour l'analyse, pour lui dire attention, il se passe quelque chose là. On ne dit pas ce qui se passe, on ne lui dit pas comment il va agir, c'est pas notre métier, c'est lui qui gère. Par contre, on lui permet de se focaliser et de prioriser son travail. Okay. Alors on a entendu ce qu'a dit Servan, ce que nous a dit Servan ici même il y a quelques jours. Je la cite, confiance, interopérabilité, transparence, ne pas être soumis à des réglementations extra-européennes. Est-ce que l'un et l'autre, vous souscrivez à cet ensemble de définitions proposées par Servan Auger? Timothée, c'est quoi pour toi la souveraineté du cloud? On voit qu'il y a d'abord un problème de définition et en fait des multi-définitions. C'est quoi pour toi la définition d'un cloud souverain? Alors, pour moi, il y a plusieurs sujets qui se mélangent dans la souveraineté du cloud, ce qui fait que c'est compliqué. Il y a une souveraineté qui va être politique, qui est de dire, voilà, je ne veux pas que des acteurs étrangers, qui ne sont pas forcément des alliés en tout point de la France ou de l'Europe, puissent lire mes données. Dans ton domaine, c'est particulièrement important que des pays étrangers puissent avoir accès aux données que tu manipules. Il y a cette souveraineté politique. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui va être une souveraineté technique et une transparence. Je rejoins Servan. Nous, typiquement, dans ce qu'on fait, la question de la souveraineté, c'est la question du contrôle. Qui est capable d'accéder aux données hébergées sur un serveur? Dans notre cas, on peut résoudre une partie du problème pour une classe de données qui n'a pas besoin d'être analysée côté serveur. On peut c'est ce qu'on fait nous, les chiffrer de bout en bout de sorte que le serveur soit hors de la boucle, puisse même pas les lire. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc seul le client, finalement, seul l'utilisateur de sa donnée bénéficie d'un... Mais ça va avoir des contreparties. C'est-à-dire qu'avec une
technologie comme Sealed, on ne peut plus du coup analyser des données par IA sur un serveur. Ce sont des données qui sont à destination exclusive des utilisateurs, des gens sur leur téléphone ou des gens sur leur ordinateur. Donc il y a quand même des limites. C'est pas avec du chiffrement de bout en bout tel qu'on le fait chez Sealed qu'on va résoudre le problème de la souveraineté du cloud, mais on résout une partie. Quelque part, ce que vous faites appartient à un cloud souverain. En tout cas, c'est une part. Ça permet d'être souverain sur ces données sans que le cloud sur lequel les données sont hébergées. D'accord, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on entend souveraineté, on entend souveraineté politique, mais c'est aussi la souveraineté personnelle sur sa propre donnée. Je suis souverain sur l'utilisation. On a typiquement des clients qui nous utilisent pour s'assurer que, pour pouvoir prouver à leurs clients que leurs données ne sont accessibles que par eux. Ça, c'est la souveraineté du client. C'est vrai que c'est super important. Et je pense qu'il y a souvent quelque chose qu'on oublie un petit peu dans cette souveraineté du client, c'est le côté avoir des options. Des gens avec qui on discute, qui travaillent sur des solutions américaines, françaises, etc., nous disaient c'est aussi important pour nous, en fait, on regarde les solutions françaises aussi pour avoir une alternative. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une solution de cloud, par exemple, peut nous satisfaire, et puis il y a une loi qui passe, et puis qui fait que cette solution elle est plus adaptée, ou il y a un changement de stratégie de la boîte. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut peut-être amener à oublier ou amener à passer. La souveraineté, c'est pas que avoir ces données en France ou avoir ces données en Europe, c'est aussi être capable de choisir entre différents acteurs qui peuvent être européens, français, et pouvoir aussi arbitrer, se dire telle donnée, je peux la mettre sur AWS ou sur Google parce que voilà, c'est bon. Telle donnée, je la laisse en France chez le cloud souverain. Telle donnée, je peux la mettre en Allemagne, etc. Et ça, je pense que c'est une partie importante de l'équation. En l'occurrence, chez Preligens, vous attrapez de la donnée qui vient d'un peu partout et vous la digérez, traitez. Nous, on a vraiment deux types de données. On a les données... soit on fournit nos services de deux façons. Soit on fournit du SaaS, soit on fournit des services, ce qu'on va appeler on-prem, chez le client. Du service ? Donc on appelle on-premise, c'est-à-dire en gros on va déployer notre logiciel chez le client, c'est la majorité. Okay. Bon, et vu nos clients, de toute façon la question même du cloud ne se pose pas. C'est des endroits où il n'y a pas internet, il y a des barreaux aux fenêtres, c'est des bunkers. Donc on va poser nos logiciels sur des serveurs, eux ils branchent leurs données qui sont classifiées, c'est un autre sujet. Par contre sur les logiciels SaaS, on va en effet des fois aller agréger des données qui sont donc non classées, des données commerciales, et de différents fournisseurs, et les traiter sur différentes infrastructures. Et en fonction du client, parce qu'on n'a pas que des clients français, on a aussi des clients étrangers, on a des clients OTAN, des clients américains, on va justement pouvoir utiliser les différentes offres du cloud pour à la fois nous avoir le degré de technologie qu'on veut et aussi avoir le degré de confiance pour le client à la fin. Sachant que voilà, l'extraterritorialité, ce genre de choses, c'est toujours aussi des sujets compliqués, parce que on parle beaucoup du Cloud Act, mais les lois américaines pour espionner à l'étranger sont presque moins contraignantes que les lois américaines pour espionner des Américains. C'est toujours quelque chose qui va être complexe à traiter et complexe à arbitrer. Alors, justement, tu voulais rajouter quelque chose ? Je t'en prie. Il y a un point que tu as soulevé que je trouve super important, c'est le fait de ne pas être bloqué chez un fournisseur. Tu disais, il faut que le client puisse avoir le choix de choisir tel hébergeur ou tel hébergeur. Et c'est un point qui, je pense notamment à l'initiative GaiaX, qui peut être intéressant, c'est de dire, il y a certains cloud providers qui vont proposer une fonctionnalité, et si un client se met à l'utiliser, il peut être bloqué et ne pouvoir utiliser que ce cloud provider. En faisant de l'interopérabilité, et c'est là que je rejoins aussi Servan, ça permet de donner au client le choix d'être sur un hébergeur ou un autre, de pouvoir migrer de l'un à l'autre, et ça c'est super important, et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Alors, pour le béotien que je suis, et je le suis réellement, je ne joue pas à être le candide, je vous entends et je vois que vous êtes extrêmement précis dans vos termes. En tant que citoyen, on a presque l'impression que quand on lance GaiaX, c'est vraiment là, d'abord la France et l'Allemagne, cœur de l'Europe, mais par extension l'Europe qui définissent une sorte de précaré du cloud. Et puis, qu'apprend-on ? Que précisément des cloud providers venant d'ailleurs, des États-Unis, de Chine, même d'Inde, rejoignent la plateforme de confiance. Alors, c'est quoi ? C'est parce que GaiaX est quelque chose de super attractif. C'est pour être aussi eux-mêmes dans l'interopérabilité, échapper au Cloud Act. Qu'est-ce que pour vous représente un projet comme GaiaX et en quoi finalement il n'est pas seulement européen, mais aussi permet d'attirer des acteurs du monde entier ?
Déjà, si je peux dire une chose, après, il y a des gens, je pense, des politiques, des analystes, même de la contre-ingérence économique qui doivent étudier ça et qui le font probablement avec attention. Probablement, n'est-il pas un peu ironique? Voilà, voilà, c'est probablement que la motivation pour des acteurs américains, pour des acteurs chinois, pour d'autres acteurs ne peut ne pas être la même. Moi, je trouverais ça bien qu'on puisse amener des acteurs étrangers sur, un peu comme on l'a fait avec la RGPD, amener des acteurs étrangers pour leur dire, bah voilà, nous, ce qu'on veut en fait en tant qu'Européens sur des clouds, par exemple, européens. Et donc, si vous voulez travailler en Europe, il faut suivre ces lois-là. Bah, quand on parle d'extraterritorialité, c'est un peu donner le pendant du Cloud Act. On pourrait faire un espèce de Cloud Act européen. Et du coup, pour ça, je crois que ça pourrait être une erreur de leur dire non, interdit à Amazon, interdit... C'est pas un précaré en fait, hein. C'est ça qui est voilà, intéressant. c'est se dire qu'on peut essayer d'intégrer des gens dans un cadre légal, et moi je trouverais ça super intéressant. Après, il faut quand même faire attention et pas être naïf. Il y a des pays qui peuvent être clairement ingérants et hostiles. Ouais, je rejoins ce que tu dis. C'est effectivement une initiative qui, pour moi, c'est pas parce que c'est pas comme tu le disais un Airbus du cloud. Donc on va pas essayer de réunir, d'allier des acteurs européens pour faire un champion européen. C'est pas ça l'objectif de Gaia X, c'est de créer un cadre de confiance dans lequel c'est plus une grille de comment est-ce qu'un cloud peut être souverain. La RGPD du cloud. Exactement, c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, ça a fait des petits dans le monde entier. Le RGPD, il y a le CCPA en Californie. Oui, tout à coup, l'Europe occidentale, ou la France, dans cette Europe occidentale, qui se targuait d'être en gros nul en technique, mais fort en droit, tout à coup, irradie à l'extérieur. Le RGPD a fait des petits dans le monde entier. C'est en quelque sorte une loi qui est extraterritoriale aussi. Et le Gaia X, pour moi, c'est pas un non-sens d'inclure des acteurs étrangers. Parce que finalement, si l'objectif c'est de donner un cadre, dire ok, faut que ce soit interopérable, faut que ce soit transparent, etc. Ces règles, elles s'appliquent pour pouvoir travailler en Europe, admettons. C'est tout aussi pertinent pour des acteurs européens d'avoir ce cadre que des acteurs étrangers. La souveraineté, c'est pas une question d'être hébergé en France. C'est une question d'être transparent, interopérable. Tu réponds presque au sondage là. Bien sûr, non mais... Après, voilà, la souveraineté, c'est une question de contrôle sur ces données, de savoir que le client, et c'est un petit peu ça, il faut remettre ça pour moi dans ce contexte-là, les données, elles appartiennent au final à un client, et la souveraineté, c'est réussir à donner confiance à ce client que ces données seront utilisées de façon propre, voilà. Et donc, finalement, si ce client est européen, on veut qu'il a plus confiance en les Européens. Si ce client est américain, il a plus confiance en des Américains. Mais la problématique reste la même. Alors, je rappelle que, mesdames, messieurs, vous pouvez poser des questions à nos invités, et des questions que je prendrai en fin de rencontre. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, alors pour moi, aujourd'hui aussi, ce qu'il faudrait peut-être traiter, c'est un avis personnel, c'est pas seulement l'hébergement. C'est pour ça que tu es là. Voilà, c'est pas seulement l'hébergement des données, c'est-à-dire qu'on se focalise sur le cloud où on va mettre nos données, est-ce qu'on les met en France. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi l'exploitation de ces données, et en partie des données personnelles faites par certains GAFA, et dont on a vu avec le scandale un peu WhatsApp, tout le monde qui veut migrer chez Signal, Facebook, avec Cambridge Analytica. Tout ça, c'est pas seulement de l'hébergement de données, c'est aussi qu'est-ce que tu as le droit de faire avec ces données, avec tous les algorithmes de targeting, d'analyse, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pour moi serait intéressant à traiter en Europe, qu'on a commencé à faire avec la RGPD. On parle de WhatsApp, mettons carrément les pieds dans le plat. On a même entendu Elon Musk appeler les gens à rejoindre Signal. D'autres ont rejoint Telegram. Enfin, pour les utilisateurs de Telegram comme moi, on a vu un afflux de gens dont on n'avait pas entendu parler depuis un bail et qui tout à coup rejoignent Telegram. Est-ce que là, on n'est pas finalement dans une certaine forme de maturité, y compris chez les utilisateurs individuels, au regard de la donnée, c'est-à-dire que tout à coup, on s'y intéresse. En gros, pendant 10-15 ans, ça n'a été qu'un débat d'experts. Et puis là, tout à coup, le grand public découvre l'importance finalement d'avoir une souveraineté finalement sur sa propre donnée. Est-ce que vous sentez ça comme une sorte de prise de conscience un peu mainstream de la question ?
Oui, alors déjà, il y a ce débat d'experts, il date, le RGPD a été créé en 2016, ensuite il a été mis en place en 2018, ça commence à faire des petits. On entend parler très régulièrement, il y a des scandales de fuite de données, ça fait peur à tout le monde, on en voit toutes les semaines une nouvelle fuite de données qui inclut les données personnelles. On est tous dedans, hein. Moi j'ai vu, il y a un site qui s'appelle haveibeenpwned.com où on met son adresse email et ça dit dans quelle fuite de données on est. Je crois que je dois être dans 24 fuites de données différentes. Quasiment tout le monde est dans une fuite de données. Et donc, on s'en rend compte petit à petit que finalement, les données, disons, on les met sur Internet à un moment et ça reste toute sa vie. Plus on met des données sur Internet, plus on dépend d'Internet, plus on se rend compte. Et effectivement, WhatsApp, où on a entendu que finalement, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur effectivement. Ils sont revenus un peu, il y a un moratoire. Ils ont décalé effectivement le truc, mais bon, il y a eu un peu d'incompréhension, ils ne vont pas pouvoir lire les messages, etc. Mais on va avoir une partie des données de WhatsApp qui vont être rattachées à Facebook, sur lequel Facebook va pouvoir faire de la pub. Et on se dit, Facebook, c'est un peu devenu le grand méchant dans la presse des données. Et on a effectivement une confiance très relative en Facebook pour traiter des données de façon licite. Et c'est là où je te rejoins sur la licéité des traitements. C'est pas qu'une question de savoir où sont hébergées les données, mais c'est de savoir, qu'est-ce qu'on en fait. Si les gens les décortiquent pour faire des ads contre déterminer des comportements, etc., on se rend compte qu'aujourd'hui, chaque donnée prise individuellement n'est pas importante, mais quand on les agrège, on arrive à déterminer des choses hyper intéressantes. Renaud, est-ce qu'il n'y a pas finalement un comportement assez moutonnier tout à coup, on entend un truc, c'est presque comme une rumeur, et on va tous là, et puis tout à coup, un nouvel événement nous pousse encore ailleurs, et il y a sans doute une responsabilité de notre part, nous les journalistes, à parfois parler de choses qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est aussi ce que tu sens ? Oui, on ne demande pas de taper les journalistes. Hein. C'est quelque chose de compliqué sur les chats de messagerie. Alors, je voudrais dire, quand tu disais les Français sont nuls en tech, c'est pas vrai. Et en particulier, on a une application de messagerie française qui s'appelle Allvit qui est hyper bien. Donc voilà, je fais de la pub pour des petits Français. Il y a à la fois des comportements moutonniers, bien entendu, sans être moutonniers. Les gens aussi s'informent par rapport à la masse et par rapport à l'information diffuse. Mais il y a aussi des comportements, paradoxaux. À la fois les gens quittent WhatsApp, mais il y a de plus en plus de gens sur TikTok. Je ne veux pas dire des mauvaises choses sur TikTok, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de données qui sont agrégées par TikTok, beaucoup plus par exemple que même Facebook. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être aussi un besoin d'éducation, parce que tout le monde n'a pas une boîte d'IA ou de crypto et est capable de comprendre ces choses-là. Il y a peut-être un besoin d'éducation sur la sensibilité, en particulier chez les plus jeunes, mais bon, on dévie un peu, qui sont justement ciblés par pas mal de réseaux sociaux, qui ont tendance à agréger beaucoup de données, et bon, voilà. Ça, c'était le message, on va dire. Mais oui, c'est un phénomène compliqué. Et c'est aussi, même quand on connaît, en fait, commencer à regarder son téléphone Android ou Apple et se dire « Ah mince, comment je fais pour que vraiment agréger aucune donnée ?» À part éteindre le téléphone, il y a encore. Voilà. Alors, on a les résultats du sondage, un peu par anticipation. Il y a beaucoup de gens qui ont voté en plus, avant qu'on passe un peu aux enjeux économiques. Alors, donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous entre la localisation, le chiffrement et le cloud de droit français ? Le cloud de droit français arrive largement devant, avec 56% des réponses. Le chiffrement à 37% et la localisation des serveurs. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Souveraineté, droit ? Ça fait presque sens, finalement. En tout cas, c'est sans doute ce que j'aurais répondu aussi. Pour moi, ça fait sens, effectivement, de dire moi, ce qui compte le plus dans un cloud souverain, c'est le fait qu'il soit de droit français, parce que c'est le droit en lequel, en France, on a confiance. Si on n'a plus confiance en le fait que les lois françaises puissent s'appliquer sur l'endroit où sont hébergées nos données, on n'est pas confortable, quoi. Donc je comprends après le fait que ce soit hébergé en France, finalement on sait qu'on peut se connecter à un serveur de l'autre bout du monde, donc ça n'a pas trop d'importance. Et le chiffrement, c'est une notion qui est technique, qui est parfois mal implémentée, je sais de quoi je parle. Tu l'as bien raconté tout à l'heure, tu l'as bien décrite. Donc, mais ce que je veux dire, c'est progresser ce que je veux dire, la culture. Dans le chiffrement, parfois on entend dire voilà, les données sont chiffrées, personne ne se pose la question de qui a les clés. Et parfois, on se retrouve avec des données qui sont protégées, mais donc on imagine un cadenas, mais la clé est juste à côté du cadenas. Donc, petite parenthèse, donc chiffré, et ça ne veut pas forcément dire. On est vraiment obligé d'utiliser des métaphores et des images quand on parle de choses aussi complexes. Renaud, le résultat du sondage te va ? Je le trouve en effet intéressant, et c'est vrai que le droit va être le plus important, je pense. La question du Cloud Act a beaucoup impacté peut-être aussi. Voilà. Et après, quand même, avec ma casquette un petit peu DevTech et défense, je me dis que le droit ne suffit pas, parce que l'affaire Snowden, on ne va pas nous demander notre avis. C'est-à-dire que si certaines agences ou organisations veulent aller chercher des données,
Et si elles en ont les moyens, elles le feront, quel que soit le droit. Donc il faut aussi de la technique parce que, alors c'est bien entendu, tu te protèges à la mesure de tes menaces. Tu n'as pas besoin de te protéger de la NSA quand tu es, je sais pas, une société lambda ou un citoyen lambda. Si tu as des données sensibles, il va falloir peut-être aller voir plus loin que le droit. Parce qu'il y a certains gouvernements qui ne vont pas te demander ton avis, en fait. Et droit ou pas, ils iront chercher tes données. Alors là-dessus, je rebondis, parce que tu dis, voilà, si on est une entreprise lambda, on n'a pas à se protéger de la NSA. Le mot est lâché. C'est ce que c'est. Après, ça dépend ce qu'on appelle lambda. Ça dépend ce qu'on appelle lambda. Je pensais à une boulangerie ou quelque chose comme ça. Une boulangerie, oui, mais par exemple, il y a pas mal de boîtes qui font du commerce à l'international et qui se considèrent pas des cibles. Il y a beaucoup de boîtes qui s'autoproclament non, moi j'ai pas de données sensibles, je suis pas une entreprise sensible, je suis une entreprise lambda, j'ai rien à cacher. Et ça, je pense que c'est ce qui peut faire le plus mal aux entreprises européennes de considérer que ce ne sont pas des cibles. Alors que finalement, c'est une certaine naïveté. Ouais. Il y a une très grande naïveté là-dessus. Et je te rejoins, le droit ne résout pas tout. Snowden l'a démontré, et c'est pour ça que je fais une boîte de crypto. Je reprends ce que disait Sarvan tout à l'heure à propos de la question de la commande. Elle nous parle de l'intérêt de la commande pour consolider un cloud souverain européen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle évoquait aussi l'affaire Andromède d'il y a une dizaine d'années, qui était un truc très franco-français et qui cherchait justement un peu à imposer des nouvelles normes, qui a montré son échec. Pour valoriser l'innovation, c'est vraiment par là que ça passe, c'est par la commande qui permettrait d'ailleurs de répondre à la question que vous évoquiez, c'est-à-dire finalement toute donnée est sensible et chacun est capable de le comprendre. Alors on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais moi je suis un grand fan de la commande et de la commande sur du court terme. Et c'est bien d'avoir des projets à la ITER, c'est des choses qui font avancer la science, c'est des choses qui font avancer le paysage technologique, mais c'est pas suffisant. Et des fois il faut passer des commandes, et en particulier le cloud, c'est pas ITER. Il y a des gens en France, en Europe qui savent faire du cloud, qui sont déjà des acteurs du cloud. Et ces acteurs ont besoin de commandes et de la commande publique. Peut-être que ces acteurs sont pas aussi gros que AWS qui fait, je crois, 36 milliards rien qu'en R&D par an. Donc c'est absolument hallucinant. Mais en fait, ils ont quand même des briques qui peuvent être utiles à des administrations, à de l'État français, au ministère des Armées, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Agriculture, n'importe quel ministère. Et donc, ça serait dommage de ne pas passer des commandes à ces gens-là, parce que c'est comme ça qu'on les fait avancer, c'est en passant des commandes. Et après, ils vont mettre de l'argent en R&D, et après, ils vont utiliser. Ayant la BPI au capital, ayant beaucoup bénéficié aussi de subventions de la BPI, on remercie beaucoup les politiques publiques pour ça, c'est très bien. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut aussi passer des contrats. Et je pense qu'il faut passer des contrats aux gens qui savent faire. Et il y en a. Et pas obligatoirement imaginer que... on va prendre ce qui a été fait dans peut-être l'erreur du cloud souverain et du projet de cloud souverain qui a échoué, c'est de vouloir utiliser des gens qui ne sont pas des acteurs du cloud, qui étaient des acteurs de télécom, pour faire du cloud. On s'est peut-être trompé d'acteurs dans les choses qu'on a passées. Timothée, on doit panacher en fait à la fois de la sub, de l'aide publique, en même temps de la commande, et c'est ça qui finalement valorise l'innovation, la R&D. Alors, je suis d'accord qu'effectivement, donc moi j'ai également BPI au capital, j'ai également bénéficié des subventions de la BPI comme beaucoup d'entrepreneurs en France, donc je les remercie aussi. La commande publique est importante. Vous n'étiez pas obligé, hein, non, mais c'est sympa. Aujourd'hui, on n'a pas de ça serait hypocrite. On est quasiment, on travaille quasiment qu'avec des acteurs privés à date. On n'a pas encore de commande publique, et je pense que, en particulier sur le sujet du cloud, le sujet de la commande publique est important, mais tu l'as dit, le sujet de la commande publique rapide est encore plus important. Si on fait le parallèle avec les politiques d'il y a quelques années, de dire bah voilà, on va faire, c'était De Gaulle qui avait fait les politiques des grands projets, de dire on va faire nucléaire, machin, etc. Il y a eu l'INRIA. Ouais. Il y avait l'INRIA. Il y en a un qui a quand même pas très bien marché, où aujourd'hui on ne considère pas que ce soit un champion de la tech européenne, c'est sur l'informatique, c'est Bull, qui n'est pas forcément le champion du monde de l'informatique, là où Areva est le champion du monde du nucléaire. Et je pense qu'une grande partie de ça, c'est que la réactivité des entreprises américaines dans la Silicon Valley était nettement plus importante, et la réactivité de la commande publique aussi. Je te rejoins sur le fait que la commande publique est importante et elle doit être réactive. Et puis c'est aussi, quand on parle de start-up, on est dans un environnement start-up avec des canapes, et cet environnement, ce que dit tout le monde, c'est ce qu'on dit toujours, se frotter au client. C'est-à-dire, tu peux faire de la R&D pendant 2 ans, si tu n'as pas vu un client, c'est comme si tu n'avais rien fait. Bah, exactement ça. Il faut que les fournisseurs de cloud puissent se frotter aux besoins. Les gens qui ont besoin de cloud souverain
faut qu'ils puissent se frotter aux fournisseurs de cloud actuels et leur dire qu'est-ce que tu as aujourd'hui, j'ai ça, ok, ça me va. Par contre, ça, il me manque cette partie-là. Est-ce que tu peux me la faire? Je te la fais dans 6 mois, c'est temps, etc. Et être dans l'exécution, je pense que c'est hyper important. Ouais. Et tu as aussi un dernier point, et c'était un des grands problèmes des projets de cloud souverain des cloud souverains passés, c'est que finalement, il y avait de telles contraintes qui avaient été mises, on avait mis de tels standards qu'il y avait quasiment personne qui était prêt à payer ce prix-là. Et donc, finalement, c'est ce que disait Servan, ils n'ont pas pu mutualiser les prix. Et donc, un énorme enjeu du cloud souverain, ça va être de faire quelque chose qui n'est pas suffisamment contraignant, enfin, qui n'est pas trop contraignant pour que le price point ne soit pas à 10 000 euros par serveur. Je schématise, ça ne veut pas dire grand-chose, mais peu importe. Mais plutôt aligné sur les prix du marché actuel qui existe. Alors justement, elle se comporte comment? C'est quoi l'état à peu près là, des entreprises françaises du cloud? Elles sont comment dans la compétition mondiale? Est-ce qu'elles sont compétitives? Il y a un vrai écosystème. Déjà, il y a 3DS Outscale qui était presque présent avec nous aujourd'hui. C'est quoi un peu l'ambiance et c'est quoi les chances finalement d'un cloud français dans la baston internationale et dans l'entraide aussi? Parce qu'on n'est pas que dans la compétition. Je comprends bien que là, il y a une affaire d'entraide entre opérateurs. Quand on parle de l'entraide, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a alors je vais peut-être en oublier, mais il y a 3-4 acteurs majeurs en France. On va avoir Outscale, on va avoir OVH, on va avoir Iliad, qui ont des choses et c'est des boîtes industrielles qui marchent. C'est-à-dire qu'OVH, c'est 5000 personnes, c'est des vrais produits de cloud qui marchent. Nous, on l'utilise tous les jours. Donc, il faut croire qu'on n'est non plus nulle part. Le cloud, ça existe. Du cloud souvent existe en France. Il y a des boîtes de cloud. Vous en avez interviewé une. Après, il faut être aussi honnête dans ce qu'on est capable de faire, dans ce qu'on imagine. Si on se dit concurrencer les Américains, je le disais, AWS, qui est le champion mondial, c'est 36 milliards de R&D. C'est 25 000 personnes. Donc, c'est 5 à 6 fois le nombre de personnes d'OVH. Je crois que c'est plus d'un tiers des sites web du monde tournent sur AWS. Donc, il faut aussi quand même être un petit peu réaliste en se disant, si on voulait concurrencer le cloud américain, c'est trop tard. C'est pas diminuer les fournisseurs souverains et les GAIA-X et ce genre de choses, mais rattraper AWS ou Google ou même Azure, va falloir se lever tôt et honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible. Il faut jouer dans sa cour en fait, c'est ce que tu dis. Hein. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des alternatives dans certains services, par exemple dans les services sécurisés, dans certains hébergements de données de santé ou de données sensibles, et forcer là où on ne sait pas faire par la loi ces acteurs à s'adapter à nos contraintes à nous. C'est pas perdu, la bataille n'est pas perdue. Mais il faut être aussi réaliste. Voilà, concurrencer AWS aujourd'hui, en termes d'échelle, pour moi, ça me paraît peine perdue. Alors, on a quelques questions de la part du public. On a d'abord une remarque d'Ossine que je traduis parce qu'Ossine nous écrit en anglais et qui dit que ça aurait été quand même plus cool de proposer plusieurs réponses au sondage. Désolé, Ossine, c'est le jeu. It's the game. Je pose la question d'Ariane. Si les données sont hébergées par un cloud souverain mais avec des infrastructures informatiques ou des serveurs étrangers, n'y a-t-il pas un risque? Vous avez un peu répondu, mais pour répondre précisément à la question d'Ariane. Ça dépend de ce qu'on appelle un cloud souverain, encore une fois. Donc si la question d'Ariane, c'est de dire si on est sur un cloud souverain mais étranger, on en revient à la définition de ce que c'est souverain. Si ce cloud est transparent, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui a accès à quoi, qui est administrateur, où sont hébergées les données, etc., finalement, on a une bonne transparence sur le sujet. Maintenant, c'est ce que disait Servan, il y a toujours cette question du Cloud Act qui, si l'entreprise de cloud est américaine, on peut toujours avoir le DOJ qui, dans le cadre d'une enquête américaine, peut demander... Le département de la justice. Oui, le Department of Justice aux États-Unis peut réquisitionner les données hébergées chez un hébergeur américain. Donc la question, c'est... Okay. Où on met le curseur. Quel est dans la défense le risque Par exemple, tiens. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment de partout dans l'IT. Hein. Et le risque, dès que le système, il y a de l'électricité dedans, il y a un risque. C'est-à-dire que la question, c'est de dire de quel risque je vais me protéger. Et quel est le degré de risque que je suis prêt à mettre par rapport à mon utilisation et mes economics. Même si les serveurs sont en France, ils ne sont pas fabriqués en France. Aujourd'hui, on ne fournit pas des puces, on ne fournit pas des... Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont être fabriquées en Chine, qui vont être éventuellement assemblées aux US. Donc même si c'est posé en France, il y a quelqu'un qui peut être un mouchard. Et puis même à la limite, si c'était fait en France, on pourrait le pirater par Internet. Et puis si on va plus loin, même s'il n'y a pas Internet, les câbles, dès qu'il y a des câbles, tu peux récupérer du rayonnement électromagnétique par les câbles. C'est ce que fait très bien les militaires. Pour ça, ils le font très très bien.
c'est que tu codifies en fonction du risque et de la sensibilité de ce que tu veux faire, tu t'autorises certaines choses. C'est aussi quelque chose qu'il faut codifier quand on va parler de cloud souverain pour aussi dédramatiser et standardiser. C'est-à-dire de quoi on veut se protéger et quelles sont les normes qu'on met pour se protéger de X, Y, Z. Effectivement, il y a cette question de classification des données qui existe chez les militaires et qui aujourd'hui existe de plus en plus en entreprise, où finalement on va mettre des niveaux de classification différents et où on va autoriser du cloud pour certaines choses et pas de cloud pour d'autres choses. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'entreprises. Question de Tanguy. Que fait ou que ferait, alors vous n'êtes pas les porte-parole de Gaia-X, hein, je le précise, que ferait Gaia-X pour assurer la facilité d'adoption de la solution? S'il n'est pas facile de passer d'AWS à Gaia-X, les entreprises ne feront pas le changement, même avec de la volonté politique. Alors je précise que Gaia-X n'est pas la symétrie européenne à AWS, hein, c'est encore une fois, c'est un peu complexe. D'abord, c'est pas là pour faire du business, c'est pour aider, c'est vraiment une plateforme de confiance. Mais en gros, malgré la volonté politique, on comprend la question. Comment ça se passe? Je vais essayer de répondre. Alors, on ne sait pas encore ce que va proposer Gaia-X. Aujourd'hui, c'est plus un groupe de travail que quelque chose qui propose effectivement des services ou une plateforme réelle. Mais il y a une notion que Gaia-X veut pousser, c'est l'interopérabilité. À l'image de ce qu'on peut faire dans l'open source, il peut y avoir, donc il y a par exemple une technologie qui s'appelle OpenStack en cloud, qui est un standard. Donc c'est quelque chose qui est par exemple déployé chez OVH, mais également chez d'autres. Je pense à Orange, qui est dans son Flexible Engine, qui est un cloud qui propose également du OpenStack. Et donc on peut utiliser du OpenStack chez OVH, le débrancher, le brancher chez un autre OpenStack, chez un autre hébergeur. Un des objectifs, je pense, de Gaia-X, ce sera d'essayer de standardiser ça pour que un service proposé chez AWS puisse être débranché et rebranché chez un autre hébergeur, parce que c'est un socle technologique compatible. Je pense qu'il y a un des enjeux de Gaia-X qui va être ça. Emmanuel pose 2 questions. Alors la première, comment allez-vous? Je crois que ça va super bien, enfin, j'ai l'impression. Mais la deuxième question, c'est quel est le meilleur français en cloud? Très rapidement. C'est dur de... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Voilà, Toi, tu peux répondre à la première, ça va? Voilà, moi ça va très bien. Le meilleur français, c'est dur à dire. Après, on peut regarder les tailles d'équipe, les chiffres d'affaires, etc. Par contre, ce qui est important là-dessus, c'est en effet qu'on arrive en tant qu'entité publique à miser quand même, se dire miser sur ceux qui ont l'expérience ou la plus grosse taille. Je pense que c'est important quand même. Ma dernière question avant qu'on conclue, qui est une question très ouverte, pardonnez-moi. Pour vous, c'est quoi, je suis obligé de vous la poser, c'est quoi l'avenir du cloud souverain européen? Comment vous le voyez? C'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Renaud, autour de finalement la question de l'échelle. Est-ce que c'est peut-être là-dessus que ça se joue, être fort sur nos points forts, sans peut-être tenter de concurrencer là où on est à peu près certain de ne pas y arriver et peut-être et de se payer de mots? Je me permets peut-être de pré-répondre à la question, mais c'est quoi pour vous l'avenir? Je pense là où on a un gros coup à jouer en termes de cloud européen, c'est que, et pour le coup pour des raisons que je peux comprendre, toute l'administration française, que ce soit le ministère des Armées chez nous, avec qui je travaille, mais ça peut être à peu près tous les ministères, sont quand même assez réticents à passer au cloud parce que on va dire, c'est des clouds qui vont être souvent des clouds étrangers. Et il y a eu l'histoire, par exemple, des données de santé qui sont passées chez Microsoft, etc. Donc, il y a ces réticences qui sont normales. Et donc, je pense qu'on a, encore je vois le truc de mon frisme, mais il y a un coup à jouer de faire un cloud européen pour des données sensibles. Les Américains, chez AWS, on faisait un GovCloud, donc il y a une zone AWS pour le gouvernement, il y a une zone AWS aussi pour les agences de renseignement, donc une zone Secret Cloud. Là, de toute façon, on va être obligé de le faire, il y a un moment, parce qu'on va arrêter d'avoir des serveurs à la cave. C'est un marché qui est gigantesque en Europe. Donc rien qu'en Europe, on peut avoir un marché gigantesque avec la commande publique, avec les données sensibles de santé, de justice, de défense. Ça, je pense que c'est un avenir qu'il faut qu'on pousse. Je confirme ce que tu dis. Je pense qu'il y a effectivement un coup à jouer en mutualisant la commande européenne. Ça peut être très intéressant là-dessus. Mutualisant, ça peut pas dire faire une grosse commande pour tous les Européens, certainement pas. Mais voilà. Il y a un deuxième enjeu, je pense, qui est beaucoup plus technologique, qui va être d'éviter qu'il y ait cette histoire de vendor locking, ça s'appelle, d'être dépendant d'un hébergeur pour une fonctionnalité. Je pense à certaines fonctionnalités développées par AWS, Google, Azure ou autres, où on le développe pour l'un et on ne peut pas le réutiliser chez l'autre. Et cet enjeu de standardisation, finalement, ça va se faire petit à petit, ça ne se décrète pas politiquement, c'est quelque chose qui va se jouer par de l'open source. Et je pense que le cloud souverain passera avant tout par avoir des outils qui sont interopérables et ça va se jouer à partir de là. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie vraiment tous les deux, Timothée Rebourg,
de Shield, Renaud Alliou, de Preligent. Je remercie aussi Sarah Noger de s'être prêtée à l'exercice. Elle ne pouvait pas être là pour des raisons professionnelles et personnelles aujourd'hui, mais merci à elle de s'être prêtée au jeu. Je rappelle, Jonathan l'a dit en introduction, que nous nous retrouvons ici même le 18 février pour parler de Green IT et de poser un peu la question qui tue de 2021. Le numérique peut-il être vert? Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir posé vos questions. Merci d'avoir répondu au sondage, même si les questions étaient fermées. C'était un plaisir pour moi. J'ai l'impression de mieux comprendre de quoi on parle et de me sentir peut-être un peu plus européen. Merci à tous. Salut et à la prochaine.